et bonsoir. Nous sommes de retour avec la princesse Massawa, toujours dans le cadre de notre émission Le Carrefour des idées. Ici, nous privilégions les idées plus que les personnes. Et notre mot d'ordre demeure la discussion scientifique plutôt que fanatique. Sœur Massawa, si tu peux saluer les gens qui nous suivent. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour, moi c'est Massawa et Okay. à vous, Marc. Merci bien. Moi, je m'appelle Mac Lou Shimba. Pour ceux qui me connaissent, la plupart des amis m'appellent Big Mac. Nous sommes ici, c'est pour parler toujours de la situation au Congo démocratique et spécialement la crise dans l'Est du Congo. Sans trop de mots, Massawa, tu peux décrire la situation dans l'Est du Congo et ce que tu ressens. Comme vous le savez vous tous, à l'épreuve des on pourrait dire l'agression qui continue à exister chez nous. Et comme vous le savez, encore à Kampala, c'est ça les updates, quoi. Donc, nous attendons pour savoir sortir de là. On ne sait pas. C'est ça la situation jusque-là. Je crois que tout le monde est en train de suivre pour savoir là où nous sommes de ça. Ouais. Ok, sinon, nous sommes en train de suivre les discussions de Kampala. Est-ce que les discussions qui sont encore retournées à Kampala, selon toi, est-ce que ça va nous porter vraiment une solution? Puisque ce n'est pas la première fois que les Congolais aillent discuter à Kampala. Tu penses que cette fois-ci, ça ira? Bon, je ne peux encore rien confirmer pour dire oui ou non, mais écoute, nous avions été à Kampala plusieurs fois. Ça veut dire que jusque-là, bon, je ne pourrais pas donc, on ne peut pas. Nous savons ce que les M23, alias, comment on dit, soi-disant M23, c'est ce que ces gens-là demandent. Ces gens-là, ils ont imposé leurs choses là-bas, en disant ici, on n'a pas. Donc, les M23 n'est pas. Bon, est-ce que le gouvernement va accepter, va céder? Donc, on est là, toi et moi, on attend pour savoir si ça va nous amener où. Bon, pour vous dire si ça va nous amener au résultat que nous aimerions avoir, pour te dire la vérité, je ne pense pas. Ouais. Ok. Et nous avons vraiment raison d'être pessimistes. On est pessimiste, non pas parce que on n'aime pas le Congo, on n'aime pas le pouvoir en place, mais on est pessimiste parce qu'on est réaliste. Parce que nous sommes des adultes quand même. C'est par expérience que nous sommes en train de dire ce que nous sommes en train de dire maintenant. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a à Kampala. Si vous voyez très bien le décor de Kampala, c'est quoi? C'est les Congolais qui sont forcés à aller discuter d'abord sur un terrain de l'ennemi. Le gouvernement de Kampala, vous savez, le gouvernement ougandais de Museveni, c'est l'allié fort de Kagame. D'abord, nous sommes en terrain ennemi et on nous force de discuter avec une faction armée qui n'est même pas les rebelles. Moi, je n'appelle pas les M23 les rebelles. Nous devons savoir mettre les mots à leur place. Les M23 ne sont pas des rebelles. Les rebelles, c'est qui? C'est quelqu'un qui se rebelle contre son propre pays, contre sa propre constitution. Mais ces gens-là sont en dehors de notre constitution, en dehors de notre pays. Ce ne sont pas les citoyens congolais. Alors, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des agresseurs étrangers. On est en train de forcer le Congo à aller discuter avec des agresseurs étrangers qu'on surnomme rebelles, même par les gens qui ont beaucoup étudié, les Occidentaux, qui nous font croire que ces gens-là sont des rebelles. Non, nous devons entrer dans le dictionnaire et voir que ce ne sont pas des rebelles, ce sont des étrangers qui nous attaquent. Comment nous force-t-on, nous Congolais, à aller discuter avec des étrangers? On va parler sur quoi? Si on parle sur mettre fin à la guerre, moi je suis d'accord. Pas discuter de
politique intérieure du Congo. Oh, Voilà. les élections étaient truquées. Oh, les réfugiés doivent rentrer. De quel droit ces gens-là doivent nous dicter l'agenda, nous, Congo, un pays souverain? Si les politiciens congolais, les gens qui sont au pouvoir, acceptent ce jeu-là, alors il y a de quoi à les trouver aussi suspects. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et écoutez, si vous regardez maintenant les revendications des M23, ils ont donné leurs deux points. Soit disant, les FDLR doivent être neutralisés et les Tutsis rwandais, soit disant les Tutsis, soit disant congolais, doivent retourner au pays, soit disant 2 millions de réfugiés Tutsis, n'est-ce pas? Si vous regardez dans cette histoire, dans leurs agendas, c'est vraiment l'histoire rwandaise, quoi. Tu vois? Pourquoi? Parce que l'histoire des FDLR, ce sont les Hutus. L'histoire des réfugiés Tutsis, ce sont les Tutsis de Rwanda. Les problèmes que nous allons discuter à Kampala, les problèmes même que les nôtres. Bon, nous allons neutraliser comment on dit, les FDLR. Ce n'est pas notre problème, le problème de l'FDLR. Le problème de l'FDLR nous a été imposé quand ils sont entrés chez nous, tu vois, avec leurs histoires de la communauté internationale qui nous a dit de les accepter et ils vont les désarmer et les repartir chez eux après. Bon, maintenant, ce problème, ce n'est pas notre problème. Donc, les M23 ne peuvent pas nous imposer au gouvernement congolais de faire les travaux de la communauté internationale. D'abord, ok? Deuxièmement, les Hutus et tous les réfugiés qui sont en dehors de l'État. D'abord, ça, ce sont les Hutus qui sont partis. Ils sont partis parce qu'ils savent que le Congo n'était pas chez eux. Ils étaient là-bas en attendant, n'est-ce pas? S'ils se trouvent en sécurité au Congo, ils sont partis là où ils se sentent confortables, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit chercher ou bien on doit négocier pour un Congolais de revenir chez lui? Toi, Marc, aujourd'hui, est-ce que si tu dois rentrer chez toi, est-ce qu'on doit négocier pour que tu puisses rentrer? N'est-ce pas? Tu connais là où tu vas partir, n'est-ce pas? Si tu décides aujourd'hui de rentrer au pays, n'est-ce pas? Tu connais chez toi, ton village, chez tes parents, n'est-ce pas? Tu le connais là-bas? Oui, je connais. Tu connais. Bon, maintenant, ça devient qu'on doit négocier pour que les réfugiés Tutsis reviennent au pays. Tu sais pourquoi on doit négocier pour qu'ils puissent venir au pays? Parce qu'ils sont en train de chercher des terres. Parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils n'ont pas de village. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas où aller. Tu vois ce que je veux dire? Dans le plan de Kagame et ses alliés, ses alliés occidentaux, c'est de nous imposer cette population là-bas étrangère qu'on en fasse des Congolais à midi comme ça, brusquement. Voilà. Tu as dit, ce n'est pas notre problème. Que les réfugiés puissent retourner au pays, ça c'est leur façon de couvrir leur mauvais agenda. Ce qu'ils sont en train de vous dire clairement, c'est nous donnons-nous la terre. Parce qu'on ne peut pas négocier pour un Congolais de repartir chez lui. Moi, si je suis réfugié et que je dois rentrer chez moi au Congo, je sais où aller. Je sais aller au Sud Kivu, je sais mon village, je vais aller à Ngweshe, je connais là où se trouvent mes grands-parents, je connais là où se trouve ma famille, je connais là où se trouvent mes tantes. Donc, tu rentres chez toi, tu vois? Ouais. Mais eux, ils veulent rentrer, mais ils ne savent pas où rentrer. Donc, ils sont en train de demander des C'est le problème qui est en place. Tu as dit quelque part là que ce n'est pas notre problème. C'est un problème qu'on cherche à nous imposer. Oui, d'un côté, ce n'est pas notre problème. Et d'un autre côté, moi, je peux aussi te convaincre que c'est notre problème. C'est devenu notre problème. Oui, pourquoi ils sont dans notre maison, ils sont sur notre terre. Nous avons un gouvernement en place. Un gouvernement qui a été élu. Et le rôle du gouvernement, c'est quoi? C'est ça le problème qu'on a au Congo. C'est un problème qu'on nous a imposé. Mais que font les élus du peuple congolais? C'est le dossier qu'ils doivent mettre sur la table, travailler d'arrache-pied, sérieusement, pour faire croire, pour montrer à la face du monde et à la face du Rwanda et de l'Ouganda que ces gens-là, il faut les appeler par leur nom. Ce ne sont pas, ou ce sont des Congolais, vous nous donnez des preuves, ou ce ne sont pas des Congolais, on cherche la solution à les caser quelque part. Si ce sont des Congolais, il faut nous donner des preuves. On va les accepter qu'ils retournent chez nous et on va les accompagner jusque dans leur village. Ils vont nous montrer le tombeau de leur père, de leurs arrière-grands-pères. On va dire ce sont les Congolais. Si ce ne sont pas des Congolais,
on va chercher là où les casiers n'ont... Ce n'est pas notre business, ça ne doit pas être notre business final. Ouais, ouais. Il y a des pays riches, des pays industrialisés. Si on dit qu'ils sont 2 millions, mais l'Amérique, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Allemagne, tous ces pays que je viens de citer, ce sont des pays qui sont impliqués dans le financement de la guerre. Donc, ils sont prêts à financer la guerre, mais ils ne sont pas prêts à trouver la solution pour amener ces gens-là. Ils ont trop de place aux États-Unis, d'abord en Australie. On peut amener tout ce monde-là et la guerre va finir. C'est ça l'agenda que le gouvernement congolais doit mettre sur la table. Si le gouvernement congolais ne fait pas ça, en tout cas, nous allons demander qu'il y ait changement de stratégie ou changement d'homme dans le gouvernement. Un point. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter là-bas. Non. Bon, c'est seulement ça. Mais moi, je me demande aussi, les 2 millions Tutsis, soi-disant, ils sont où? Ils sont dans les camps ou bien ils habitent dans ces pays là où on nous dit qu'ils sont dans l'Ouganda, ils sont au Tanzanie, ils sont au Rwanda, ils sont au Burundi. Ils sont où? Bon, si on parle effectivement, si on parle du retour de tous, c'est-à-dire ils ne sont pas au Congo, ils sont ailleurs pour qu'ils puissent retourner au Congo. Non, les M23 ont dit que ils sont au Rwanda, ils sont au Burundi, ils sont en Tanzanie et ils sont en Ouganda. Nous, on se demande, ils sont là-bas où? Dans les camps? Ils sont où? Ils habitent dans des familles? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? On ne sait pas. C'est au Rwanda et à l'Ouganda de nous éclaircir sur cet agenda là-bas. Nous demandons au gouvernement congolais de jouer le jeu des grands. C'est ça notre problème. La guerre qui est dans l'Est, ça a beaucoup duré. Comment est-ce que tu vois la façon dont le gouvernement congolais est en train de gérer le dossier dans l'Est du Congo? Non. Pour vous dire la vérité, moi je trouve que notre gouvernement fait une faillite là-bas. Donc, parce que rien n'améliore. Les gens fouillent leur village, il y a totalement de l'insécurité. Vous savez, dernièrement, il y a des bombes qui tombaient. Donc, ça fait combien d'années que l'Est est comme ça, tu vois? Donc, le bilan est négatif, est vraiment négatif. On ne peut pas continuer à prétendre comme si ça va à l'Est, ça ne va pas à l'Est. Ok, alors, la responsabilité doit tomber sur le dos de qui? Si la crise continue dans l'Est, la responsabilité doit tomber sur la tête ou bien sur le dos de qui? S'il y a toujours la responsabilité, maintenant, là, ça tombe sur le dos de notre gouvernement. Ça tombe, c'est eux les responsables numéro 1 de ces pays. Donc, si ça ne marche pas, c'est eux. Oui, on doit les prendre accountable. Tu vois? Quelles sont les stratégies qu'ils sont en train d'utiliser? Les mêmes stratégies là qu'ils ont utilisées avant, est-ce que ce sont les mêmes stratégies qu'ils utilisent encore aujourd'hui? Si les stratégies là n'ont pas marché, quelles sont les stratégies qu'ils sont en train de monter pour que les choses évoluent, ou que les choses changent? Bon, on ne sait pas. Quand tu parles de stratégie, moi, je peux te donner 2 points. Je commence par le premier point. J'ai été choqué dans le passé de voir que le gouvernement congolais avait autorisé aux militaires rwandais d'entrer sur le territoire congolais à qui ils ont donné la tenue de FARDC pour faire la sécurité dans l'Est. Et puis, c'était une chose qu'on avait cachée au peuple congolais. Quand ils étaient entrés, on ne savait pas. Il y avait fuite d'informations là-bas quand ils voulaient seulement sortir. On n'avait pas su combien étaient entrés, pourquoi ils étaient entrés, qu'est-ce qu'ils ont fait, ont-ils fini leur mission et combien devaient quitter le Congo. Alors, ça m'avait beaucoup choqué et je pense que on avait même demandé, je ne sais pas, au ministre porte-parole du gouvernement congolais, M. Lambert Mende, de donner des explications. En le suivant, moi, personnellement, cet homme avait eu tant de mal pour expliquer la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais. Il avait eu des chiffres qu'il donnait, des calculs, il fallait aménager donc le langage pour essayer d'expliquer aux Congolais. Selon moi, ça n'avait pas tenu. Pourquoi? Et je pense que ça doit être la pomme de discorde entre Vital Kamerhe et Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que si vous suivez Vital Kamerhe sur beaucoup aussi de sujets en ce qui concerne la crise dans l'Est du Congo, il essaie aussi de parler de la chose là, qu'il y a des choses qu'il ne voulait pas que Joseph Kabila fasse avec sa clique. Mais malheureusement, malgré lui, on a fait certaines histoires et cela a commencé déjà à créer un peu de confusion et d'inimitié entre ces deux personnalités politiques-là. Ça, c'était un point. Les Rwandais qui étaient entrés, comment
un gouvernement qui se dit légitime doit chercher la paix sur son territoire en amenant des forces étrangères, tout en sachant que ce sont les mêmes forces que le monde entier condamne. Tout le monde sait que c'est le Rwanda. C'est Kagame qui est à la base de la confusion, de la guerre en République démocratique du Congo. Au lieu que le président congolais et le gouvernement du Congo en place puissent jouer un rôle positif, c'est-à-dire contraindre Kagame donc, à finir l'incursion du Congo. Mais on est allé encore prendre Kagame et les militaires rwandais pour les faire entrer au Congo, soi-disant qu'on va trouver une solution. Les militaires rwandais sont entrés. Ils ont connu le territoire congolais. Ils ont su où se cacher, par où entrer, par où frapper. Alors, c'est la faute aussi du gouvernement congolais à qui nous demandons de changer de stratégie. S'ils ne sont pas prêts à changer de stratégie, alors, comme tu as dit, ils sont redevables devant le peuple congolais et le peuple congolais a le dernier mot. Parce que le pays appartient à nous tous. Ce n'est pas la propriété privée d'un certain homme, d'un certain groupe qui doivent fermer les oreilles et ne pas écouter ce que les autres disent. Nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi nous disons il y a des erreurs que le gouvernement congolais a faites. Il y a aussi le fait que, je me souviens dans une causerie, là, tu disais, le gouvernement ne doit pas chercher de solutions dans ce qui est en train de se passer dans l'Est du Congo, sans impliquer les Kivusiens. Hein? Au lieu d'aller chercher les Rwandais pour qu'ils entrent chasser leurs frères là-bas, non. Le gouvernement congolais doit chasser ces gens-là avec l'aide des Kivusiens, parce que les Kivusiens connaissent le territoire très bien. Il y a des enfants du Kivu là-bas, il y a des Maï-Maï là-bas, des guerriers traditionnels à qui il faut donner un rôle. Eux savent entrer, par où sortir, dans les montagnes, les collines, les vallées, partout là-bas, dans le lac, les ruisseaux là-bas, les forêts, la brousse. Ils savent par où entrer et sortir, là où l'ennemi peut se cacher, là où l'ennemi peut jouer un tour. Mais moi, je m'étonne que le gouvernement congolais jusqu'à aujourd'hui, on ne doit pas me donner des preuves. Le gouvernement congolais est en train donc de donner du boulot à ces gens-là. Il faut impliquer les fils du Congo pour qu'ils fassent le travail de bouter en dehors du territoire congolais tous les ennemis, au lieu d'aller chercher encore donc l'appui de l'ennemi pour qu'il entre chez toi. C'est du jamais vu. C'est la première fois que moi j'avais vu ça. C'est une politique que moi je condamne. Hein? Donc, non, tu as bien dit. Là, tu as bien dit. Comme on parle de stratégie, notre gouvernement, je ne sais pas c'est quoi leur stratégie, mais parmi les stratégies, il doit impliquer les fils du Kivu. Tu vois, parce que les fils du Kivu, ils connaissent les Rwandais plus que les gens qui sont de l'Ouest, du pays. Donc, ils savent la terre, ils savent les Kivu, ils savent les montagnes, ils savent l'eau, ils savent là où peuvent se cacher les gens. Ils savent, même dans les villages là-bas, il y a des gens qui connaissent là où habitent les êtres de l'air. C'est ça. Dans les Mwenga là-bas, dans les brousses là-bas, les gens de là-bas, ils savent là où habitent les êtres de l'air. Tu vois? Donc, quand on n'implique pas ces gens, je ne sais pas comment est-ce qu'on s'attend à sortir d'une crise, tandis qu'on n'implique pas les gens qui sont sur place. Bon, impliquer les Kivusiens, ça amène aussi encore une idée. Les Kivusiens aussi, on les condamne. Vous, les Kivusiens, les gens vous condamnent que vous connaissez cette guerre-là, vous aimez cette guerre-là, pourquoi vous en tirez profit? Il y a beaucoup de gens au Kivu qui se sont construits des hôtels, des grandes maisons, qui ont fait des affaires juteuses. Donc, pour ces gens-là, les Kivusiens, vos frères, vous, quand on va chez vous pour vous dire c'est la fin de la guerre, vous n'allez pas aimer que cette guerre puisse finir. Pourquoi? Parce que ça serait automatiquement la fin de votre business. Qu'est-ce que toi tu peux donner comme défense? Bon, je peux dire oui, c'est vrai, il y a des gens qui en profitent dans cette guerre. Ça, je ne peux pas dire non, c'est vrai. Mais les gens qui en profitent dans cette guerre, ce ne sont pas la majorité des Kivusiens, c'est une minorité, ok? Ça veut dire quoi? Partout où il se trouve des désordres, comme nous connaissons nous tous, les Congolais en général, ils aiment profiter dans les désordres, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens aussi qui profitent dans les désordres pour s'enrichir, tu vois? Et ces gens-là, ils sont pas, ce n'est pas la majorité. C'est une petite minorité qui s'enrichissent dans cette histoire et maintenant aussi qui terrorise aussi la population parce qu'ils ne veulent pas que les gens dénoncent. Tu vois ce que je veux dire?
Mais pour retourner au problème, c'est un problème qui se passe parce qu'il y a manque de l'autorité. Ça, je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire. Il y a le manque de l'autorité à l'Est. Donc le gouvernement de Kabila est absent. Exactement. Tu vois, il y a manque de l'autorité. Parce que s'il y avait l'autorité, personne, aucun citoyen ne devait se comporter comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des citoyens qui sont devenus des petits dieux là-bas. Parce qu'il y a manque de l'autorité. Parce que c'est eux qui c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui font leurs rules, les making rules. Tu vois? Ils font la loi là-bas. Où se trouve l'autorité? Où se trouve l'autorité? Il doit y avoir des choses comme ça s'il y a manque de l'autorité. Partout où il y a manque de l'autorité, c'est ça. Le manque de l'autorité n'est pas veut dire qu'il manque d'un gouverneur. Ce n'est pas veut dire manque de la police. Ce n'est pas veut dire... Oui, ils sont là, mais ils sont là avec corps. Hein? Et quand on est là avec corps, ce n'est pas veut dire qu'on est compétent à faire son travail. Ce n'est pas veut dire qu'on est compétent à chercher des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai suivi ça. J'ai suivi beaucoup de manifestations. Les jeunes qui vous tiennent. Ils font des marches, ils condamnent le gouvernement congolais. Vous nous oubliez, Kabila, tu nous oublies, tu nous as abandonnés, tout ça. J'ai même parlé au téléphone là récemment avec les gens qui vivent à Goma et dans les environs là-bas. J'ai bien choisi, j'ai parlé à 2 hommes et la plupart du temps, j'ai parlé à des jeunes filles. Parce qu'elles ne sont pas politiciennes, elles te disent des choses là-bas sans arrière-pensée. Beaucoup de gens me disaient en conclusion que « Ah, Joseph, c'est là, Joseph Kabila nous a oubliés. » Hein? J'ai dit alors... Mais ils se sentent comme ça. Nous nous sentons abandonnés, on vient, on nous tue ici, nos familles. Mais la guerre a trop duré. On enterre les gens chaque fois. On ne sent pas la présence du gouvernement de Kinshasa. Alors, nous demandons au gouvernement congolais vraiment de jouer son rôle et d'implanter l'autorité congolaise dans l'est du Congo. Car c'est pour cela qu'ils ont été mis au pouvoir. S'ils sentent qu'ils sont incapables, c'est facile de le dire, qu'on cherche d'autres solutions. On ne doit pas faire confiance dans des corps étrangers pour qu'ils puissent faire revenir la paix au Congo. La paix, c'est notre business d'abord. Voilà. Les Latins disent « Kiwis pacem parabellum », c'est-à-dire qui veut la paix prépare la guerre. Moi, je pense que le gouvernement congolais doit préparer la guerre. Chaque fois, nous devons avoir un esprit belliqueux, un esprit d'attaque. Non pas seulement attendre quand on prend des villages là-bas, quand Goma est attaqué, c'est quand le Congo va se lever. Comme le président Kabila qui disait dernièrement, maintenant la priorité doit être donc le renforcement et la mise en place d'une armée forte, une armée de dissuasion. Mais où est-ce qu'il était pendant tout ce temps? Pour mettre en place une armée de dissuasion. Moi, j'étais mécontent. J'ai même chatté avec des gens sur Facebook, sur YouTube, on a parlé de ça. Mais beaucoup de gens me disaient non. J'ai dit non, moi, j'ai suivi le discours du président. Selon moi, mon analyse scientifique, un président qui te dit maintenant la priorité doit être la mise en place d'une armée forte, une armée de dissuasion. Moi, je peux lui demander, la guerre a fait combien de temps? Où est-ce que tu étais pendant tout ce temps pour mettre en place une armée de dissuasion? Tu as hérité le pouvoir pendant la guerre. Le pays était toujours en guerre. Moi, Mac, si j'hérite le pouvoir au Congo aujourd'hui, le pays est en guerre. Je ne dois pas chercher d'autres histoires d'abord. Ma première histoire sera l'armée, la force. Puisque si l'armée est là, la force est là, nous avons une armée de dissuasion, nous boutons l'ennemi dehors. On peut parler économie, on peut parler la construction des routes, on peut parler la prospérité des écoles, on peut parler la paix, on peut parler beaucoup d'histoires. Donc, le gouvernement congolais, en quelque sorte, est en train de mettre la charrue devant les bœufs. Ils commencent par la fin, ils finissent par le commencement. Nous ne voulons pas ça. Nous demandons au gouvernement congolais de commencer par le commencement et de finir par la fin. L'histoire des FDLR, les Hutus rwandais, c'est une histoire dans laquelle je suis en train d'analyser aussi certains faits. Ce n'est pas possible que les FDLR soient au Congo. C'est possible qu'ils soient là et c'est impossible qu'ils aient la force de destruction que Kagame est en train de présenter et Museveni à la tête, donc aux yeux du monde. Pourquoi? Ce n'est pas la première fois que Kagame entre au Congo. Kagame et Museveni ont géré le Congo pendant une année pleine quand ils étaient entrés avec Mzee Laurent Désiré Kabila, avec une armée forte. Ils ont balayé tout le Congo là-bas, de l'est à l'ouest, du nord au sud, même au centre.
Ils ont régné à Kinshasa avec les James Kabarebe, tout ça. Ils ont régné pendant ce temps-là. Ils ont tué plus d'1 million de Hutus. Et les Hutus avaient fui. Les Hutus qui étaient réfugiés dans des camps, qui étaient même innocents, qui n'avaient rien à voir avec l'histoire là-bas des génocides. Certains d'entre eux, pas tout le monde. Ils avaient été raclés, balayés. On connaît le massacre de Tingi-Tingi. On a jeté beaucoup de Hutus dans le fleuve congolais, dans le fleuve Congo, dans des ruisseaux, tout ça. Alors, Kagame a eu une emprise, et Museveni, ils ont eu une emprise sur le Congo pendant le règne de Laurent Désiré Kabila. Ils ont contrôlé le Congo pendant une année. Et moi, je peux te dire que beaucoup de réfugiés Hutus ont fui. Ils sont allés en Zambie, Angola, Afrique du Sud, les pays limitrophes là-bas. Ils ont même marché à pied plus de 2000 km pour fuir la machine meurtrière de Kagame et de Museveni. Et je pense que ces gens-là avaient été affaiblis là-bas. L'ONU était là. Les puissances étrangères étaient là. Ils ont fermé les yeux quand Kagame et Museveni faisaient ce carnage là-bas. Alors je pense que les Hutus avaient été boutés dehors, en dehors du Congo, par peur. Parce que c'était l'une des stratégies du gouvernement de Kagame qui disait non, j'ai peur que ces gens-là qui sont nombreux puissent encore créer des stratégies, rentrer et déstabiliser mon gouvernement. Ils ont fait ce devoir-là. Alors, on nous parle encore de FDLR. S'ils sont au Congo, ils sont au nombre de combien? Puisqu'ils ont tué beaucoup. S'ils sont au Congo, ils sont au nombre de combien? Ils sont retournés par quel chemin? Il faut qu'on demande les gouvernements qui les ont hébergés, qui ont accepté qu'ils soient réfugiés sur leur terre. Alors, moi, je sens qu'il y a encore magouille. Puisque si nous faisons le bilan sur terrain, nous verrons que s'il y a des Hutus au Congo, ils ne doivent pas être en nombre inquiétant, ils ne doivent pas être armés comme Kagame le dit pour aller prétendre donc déstabiliser le gouvernement de Kagame. C'est faux, ce sont des discours. Parce que Kagame, c'est un propagandiste. Kagame utilise la propagande. Lui, quand il tue là-bas, il est à l'aise. Quand on tue un Rwandais, un Tutsi, il fait trop de bruit, le Rwanda devient un pays victime. Alors nous devons aussi regarder dans ce business là-bas, changer de stratégie, dire au gouvernement congolais de nous donner des choses claires sur la table. C'est ce que nous voulons. Il ne faut pas y aller à tâtons. Aller discuter à Kampala dans la position de faiblesse, on doit te dicter n'importe quoi. Et aller même à Kampala, selon moi, il faut refuser cette histoire. Discussion, oui, mais en dehors du Rwanda et de l'Ouganda, qui sont des ennemis. Nous devons discuter sur un terrain neutre. Et quand on discute là-bas, ça ne doit même pas durer. Poser des préalables. On vient discuter avec des étrangers ou bien des Congolais. Si on discute avec les étrangers, on discute des problèmes entre le Congo et le pays étranger là. On nous donne des preuves. Si on discute avec les frères congolais, vous dites aux Congolais, ce sont nos frères congolais. Alors on doit discuter de politique intérieure. Et politique intérieure, ça ne doit pas se discuter à l'extérieur, ça doit se discuter au Congo, comme on fait les concertations nationales. C'est là où on doit. Si ces gens-là parlent du retour des réfugiés, ils s'autoproclament congolais. Ce n'est pas au gouvernement congolais de se lever du trône pour aller rencontrer ces gens-là. Non. Le gouvernement congolais doit dire je suis gouvernement, je suis autorité. Si vous êtes congolais, on ne vous inquiétera pas. La porte est ouverte. Vous avez des revendications, venez ici. On vient discuter ici. Si vous avez peur qu'on va vous tuer, vous allez nous prouver, vous allez nous montrer votre congolité d'abord, avant qu'il y ait discussion. Si vous avez peur de venir au Congo, allons sur un terrain neutre. On va discuter là-bas et puis on va voir si vous êtes congolais, oui ou non, et la suite va suivre. Mais le gouvernement congolais est en train de faire des choses là, à la hâte, si pas à la hâte, d'une manière là, que beaucoup de Congolais normaux ne comprennent pas. C'est pour cela que nous sommes en train de nous poser trop de questions. On a parlé des réfugiés. Si vous savez que ce sont les réfugiés Hutus qui donnent raison à Kagame d'attaquer le Congo, pourquoi ne pas retourner les réfugiés? Exactement. Kikwete l'a fait. Tu connais le dossier de Kikwete, le président tanzanien. Ça lui a pris combien d'heures, combien d'années pour bouter les Rwandais dehors? Un autre gouvernement congolais a de l'eau dans la bouche. Les bottes sont remplies d'eau là-bas. Ils ne marchent pas convenablement. Ils ne partent. Ils attendent quoi? Qu'ils franchissent la cape de combien de Congolais qui vont mourir pour qu'ils sachent que le problème est sérieux et ça a dépassé même dans le degré de sérieux. Si Kikwete est le président tanzanien, en un tournement comme ça, il a dit, Rwandais, je vois que vous serez la source des problèmes demain.
Kagame peut vous utiliser, vous allez faire ce qu'on appelle l'espionnage là-bas. Parce que Kagame, c'est un vrai espion. Il s'est infiltré au Congo, on n'a pas su le contrôler. Le gouvernement qui est là n'a pas su contrôler l'infiltration de Kagame au Congo. Alors, si vous voyez que l'infiltration, c'est ce qui nous cause des problèmes. Chassez d'abord ces Rwandais qui sont là, qu'ils soient Hutus ou bien Tutsis. On ne les déteste pas, qu'ils aillent chez eux pour ne pas donner la raison à l'agresseur d'attaquer le Congo. C'est une stratégie qui est dans la poche là-bas, mais le gouvernement congolais n'a pas encore utilisé ça, pour des raisons que le gouvernement-là connaît. Alors, ils doivent rendre des comptes au peuple congolais. Pourquoi ne retournent-ils pas les Rwandais chez eux pour ne plus donner raison à Kagame? Exactement. C'est pour cela que nous disons à qui profite la guerre dans l'est du Congo. C'est ça notre souci. Et on nous a parlé des Shebab, les Somaliens, musulmans là, qui sont dans les rangées du M23, tout ça. Qu'est-ce que toi tu peux donner comme commentaire? Les Somaliens, les gens qui sont dans les rangs, il y en a eu. Écoute, les Rwandais, ils utilisent toutes les stratégies. Pourquoi? Parce que les Shabab, là, ce sont les gens là de l'Est, de l'autre côté. Et ils ressemblent aux Rwandais. Personne n'allait savoir qu'ils étaient Somaliens s'ils venaient sans rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des terroristes. Et ils achètent maintenant des terroristes pour venir faire le travail. Tu vois? Bon, c'est un dossier que j'essaie d'enquêter personnellement. Moi, je ne suis pas les rumeurs. Shebab ou pas Shebab dans le milieu de l'agresseur rwandais, c'est un autre dossier. Mais je me suis posé une question. Est-ce que vraiment les Shebab peuvent aller se mêler au M23, au Rwandais, pour venir attaquer le Congo? Pourquoi pas? Les musulmans, ils ont fait des scandales en Ouganda. Tu te souviens? Oui, ils sont capables. Est-ce que ne sont-ils pas tellement qu'on les paye. Ne sont-ils pas, par exemple, parce qu'au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, Nairobi, il y a beaucoup de gens, la population musulmane est plus importante qu'au Congo. Peut-être ce sont des militaires armés rwandais, mais qui sont musulmans. Alors, comme c'était la période de carême, c'était la période de Ramadan, ils ont mis leurs histoires là-bas parce qu'ils étaient en Ramadan au front. C'est ça que moi j'ai vu. Ce ne sont pas des Shebab. Ça, c'est la possibilité. C'est une possibilité. Tu sais pourquoi je dis que ce ne sont pas des Shebab? Je ne dis pas que je suis en train de défendre ces gens-là. Parce que je sais que mes frères congolais sont rapides dans les critiques. Nous ne devons pas aller en besogne à propos des ondits. C'est difficile que les Shebab viennent se joindre à l'armée de Kagame. Pourquoi? L'armée rwandaise est dans le cadre de l'ONU. L'armée rwandaise, c'est le chéri. C'est l'armée chérie des Américains, des Anglais, des Canadiens, des Australiens. Le Kagame est utilisé, l'armée de Kagame est utilisée pour bouter les Shebab dehors, en Somalie et au Soudan. Alors, ce serait vraiment incompréhensible. Donc, ce serait une grande confusion de voir que l'armée de Kagame est en dehors du Rwanda pour aider les Américains, les Occidentaux, à mettre dehors les musulmans islamistes là qui sont en Somalie, au Soudan. Mais au même moment, Kagame utilise les mêmes Shebab qu'il est en train de combattre en Somalie et au Soudan pour venir l'aider à prendre le Congo. C'est une confusion, un imbroglio là-bas. Moi, j'ai dit ce n'est pas ça. Ça peut être des militaires rwandais ou bien même ougandais, mais qui étaient musulmans. Pourquoi? Ils ont arboré leur foulard là-bas. Moi, j'ai vu, c'était la période de Ramadan qui venait de prendre fin dernièrement. Kagame ne peut pas utiliser les Shebab. S'il utilise les Shebab, automatiquement, il devient ennemi des Américains. C'est-à-dire, il est en train de collaborer avec maintenant les ennemis des Américains, les terroristes. Et il n'aura plus le soutien des États-Unis d'Amérique et il va signer sa fin. Les Américains vont lui dire maintenant, ok, tu es devenu tellement indépendant et trop fort, nous te retirons notre soutien et ils vont le faire passer rapidement. Parce que le problème du terrorisme, en tout cas, les pays occidentaux ne vont même pas te donner 24 heures. C'est comme ça. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose aussi à dire, on continue. Non, c'est bon. Je crois que nous sommes sur la bonne route. On est sur la bonne route. Je ne suis pas, je suis en train de parler contre moi-même. Non. Pourquoi Kagame a peur?
que les Hutus, qui sont majoritaires, retournent au Rwanda. C'est un autre problème. Parce que les Hutus, ils avaient leur terre, ils avaient des choses. Quand Kagame est revenu avec des Tutsis, ça veut dire les Tutsis là qui sont nés et grandis à l'Ouganda, ils devaient revenir, mais aller où? Ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas de maison. Donc, ils sont venus et ils ont pris la terre des autres. Donc, Kagame ne peut pas vouloir que les Hutus reviennent maintenant parce qu'ils vont venir demander leur terre. Tu vois? Ça, c'est un problème où est-ce qu'on va mettre ces Tutsis-là. C'est ça le problème. Qui n'avait pas de terre. Donc, Kagame a pris le Rwanda comme son secteur privé, comme sa poche. Il a oublié que ça appartient aux Hutus, aux Tutsis et aux Tuas. Lui, il a fait la guerre là-bas, dans la fureur là-bas, influencé par le mot génocide. Il a voulu faire un Rwanda là-bas privé. Alors maintenant, il est devant le fait accompli. Il a pris des maisons, des Hutus, les champs, beaucoup de biens là-bas. Il a donné aux Tutsis comme si les Hutus n'existaient plus. Maintenant, c'est ça le problème. Il est devant un fait accompli. Et si les Hutus rentrent, ils sont majoritaires. Ça sera une grande guerre encore. Et c'est l'une des peurs qu'il a de ne pas voir les Hutus retourner au Rwanda. Et aussi le problème de partage du pouvoir. Les Hutus sont majoritaires. S'ils rentrent au Rwanda là-bas, ils seront réconfortés là-bas. Ils vont trouver leurs frères qui sont sur le terrain et ils vont s'ajouter à ces gens-là, même si Kagame se dit les lions. Au Rwanda là-bas, ce serait un lion en papier sans dents. Et si on dit maintenant, c'est la démocratie. Les Hutus vont gagner. Et il a peur de ça. C'est ça sa peur. C'est ça sa peur. Et maintenant, lui, il est en train d'exprimer cette peur sous forme d'agression. Les génocidaires. Qui t'a dit que tous les Hutus sont des génocidaires? Jamais de la vie. Et les Tutsis ont tué beaucoup de Hutus au Congo. Plus d'1 million. Pendant les premières heures, on a compté 750 000 Hutus tués par Kagame avec son ami Museveni. Le bilan nous a donné plus d'1 million de Hutus tués. 800 000 Tutsis étaient tués pendant le génocide au Rwanda. Plus d'1 million de Hutus tués en dehors du Rwanda. Génocide d'un côté, génocide de l'autre côté. Qui a tort et qui a raison? Tous. S'ils ont raison, ils ont tous raison. Et Kagame et les leaders Hutus, ils ont raison. S'ils ont tort, ils ont tous tort. Alors, qu'est-ce que nous devons recommander à ces gens-là? Ils doivent retourner s'asseoir autour d'une table chez eux. Organiser ce que Kabila est en train de faire au Congo. Ce n'est pas à nous, Congolais, de faire les concertations nationales. Ce n'est pas l'heure de concertation nationale au Congo. Les concertations nationales doivent se faire au Rwanda. Nous, Congolais, nous devons pousser les Rwandais à faire les concertations nationales, se mettre autour d'une table, chercher comment à partager le pouvoir chez eux. Parce que j'ai vu que les concertations qu'on est en train de faire au Congo, selon d'autres critiques, c'est devenu maintenant une distraction. Au lieu d'aller au front, de bousculer la machine. Alors vous comprenez que nous, Congolais intellectuels, nous exigeons que le gouvernement congolais fasse quelque chose. Qu'ils finissent la guerre qui est dans l'Est, qu'ils impliquent les Congolais. C'est notre souhait. C'est vraiment notre souhait. Concertation, c'est-à-dire ça ne va pas là-bas. Le gouvernement lui-même sait qu'est-ce qui ne va pas. Nous sommes en train de regarder ce qu'ils vont dire. Que les concertations ne donnent pas encore naissance à la prolongation du mandat du président Kabila. Il va encore se représenter en 2016. C'est le dossier avant qu'on finisse. Kabila, on est en train de le soupçonner de vouloir continuer à diriger le Congo par force tout en soulevant un mouvement là-bas avec la complicité de certains membres là-bas. Qu'est-ce que toi tu en dis? Bon, ça c'est une longue histoire. Ça, on doit en parler encore peut-être dans notre programme. Mais sinon, en conclusion, ce serait une bonne ou bien une mauvaise idée? Ça c'est long. Il faut... Bon, on va en parler prochainement. Oui, on doit en parler. Merci en tout cas d'avoir vraiment réservé ton temps pour parler. Carrefour des idées. On a parlé des idées plus que des hommes. Merci bien. En tout cas, j'espère encore te revoir sur notre plateau. Comme tu le sais, notre mot d'ordre, ne jamais trahir le Congo. Bye. Okay. Bye, Marc. Merci.